Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kubeflow. Moi, c'est Fares, je suis data ingénieur chez Xebia et je suis amené à intervenir sur des projets chez des clients avec du machine learning. Alors, lorsqu'on parle de machine learning ou d'intelligence artificielle en général, ce que ça évoque chez la plupart des gens, ce sont les voitures autonomes, des programmes qui battent des champions du monde de jeux de plateau ou des assistants intelligents comme Siri ou Alexa. Mais pour les data scientists et les data engineers, c'est surtout ce que ça évoque, c'est des systèmes complexes qui impliquent pas mal de skills, donc allant de la collecte de données jusqu'au feature engineering, la mise en place d'API, le monitoring de systèmes assez complexes, et finalement la partie spécifique au machine learning est noyée dans tout ce système-là. Ce qui nous amène à des constats comme celui-ci. Je suis sûr que nombre d'entre vous vont partager le même point de vue. Aujourd'hui, en entreprise, on met quelques jours, voire quelques semaines pour mettre à disposition des modèles qui répondent aux besoins métiers. Et par la suite, pour pouvoir les industrialiser et les amener en prod, ça peut prendre des mois, voire des années. Et parfois, ne pas du tout marcher. C'est pour remédier à ce genre de problématique qu'est né Kubeflow. Kubeflow étant la contraction de deux technologies, donc de Kubernetes, qui est la plateforme d'orchestration de conteneurs initiée par Google, qui est open source, et de TensorFlow, le célèbre framework de deep learning initié par Google également, et open source aussi. Donc l'idée de base, c'était de bénéficier des possibilités de portabilité, de montée en charge de distribution de Kubernetes, afin de pouvoir facilement entraîner et déployer du TensorFlow. Par la suite, ça a évolué pour devenir une suite d'outils, toujours open source. Certains outils issus du monde de la data science, comme Café, PyTorch ou Jupyter. D'autres outils qui viennent du monde du DevOps, toujours orientés Kubernetes. L'objectif étant toujours de pouvoir déployer du machine learning at scale de manière facile. Donc, pendant ce talk, on va parcourir quelques-unes des principales fonctionnalités de Kubeflow, mais aussi de pouvoir estimer le niveau d'adhésion ou d'acceptation des data scientists aux différentes fonctionnalités de cet outil. Donc, de manière assez schématique et peut-être un peu caricaturale, on va dire qu'on va aller d'un niveau d'adhésion fort, où on va accepter la fonctionnalité puisqu'elle est utile et simple à mettre en place, jusqu'à un rejet total de la fonctionnalité si elle est trop complexe. Là, on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc, voici en gros les principales étapes afin d'entraîner et mettre à disposition un modèle dans Kubeflow. On va les parcourir une à une. Donc, dans un premier temps, on va vouloir installer l'outil et le déployer. Donc, pour cela, il y a la possibilité de le faire en local, sur notre laptop. Donc, en prérequis, il va falloir installer Kubernetes. Pour cela, il y a des distributions qui nous sont mises à disposition, telles que Minikube ou Docker for Mac, ou même for Windows actuellement. Donc, la possibilité en un clic de déployer un Kubernetes sur son laptop. Et installer également kubectl, qui est la command line interface qui va nous permettre d'interagir avec notre cluster kube. Par la suite, on va pouvoir installer Kubeflow grâce à un script bash qui nous est mis à disposition. À noter que cette manière d'installer Kubeflow est totalement personnalisable, puisqu'on va pouvoir activer ou pas certaines fonctionnalités de l'outil. Alors, si l'on ne bénéficie pas d'assez de ressources sur son laptop, et qu'on a à disposition un compte GCP, il faut savoir que Google met à disposition un mode clic de deploy, c'est-à-dire un formulaire qu'on va pouvoir remplir, valider et avoir un Kubeflow managé sur le cloud, donc de manière assez simple et intuitive d'avoir l'outil. Donc jusque-là, tout va bien, on a réussi à installer Kubeflow. Afin de mettre en place un modèle de machine learning, on commence très souvent par faire des expérimentations. Donc on va explorer les données, expérimenter quelques modèles. Et généralement, ça se passe dans des notebooks, notamment dans Jupyter. Il se trouve que lorsqu'on démarre l'outil, on arrive sur cette interface qui nous rappelle beaucoup l'interface Kubernetes, tout simplement, avec un bouton Notebook Servers. Lorsqu'on clique sur ce bouton, on arrive sur une liste de serveurs de notebook, donc dans un premier temps qui est vide, et qui nous permet de spécifier un namespace. Donc ici, j'ai créé un namespace à l'occasion XebiCon 19, qui va me permettre, in fine, d'isoler mes ressources, et du coup pouvoir exposer mes serveurs de notebook qu'aux gens qui sont éligibles à pouvoir les exploiter.
Donc, on clique sur Nouveau serveur. On a un formulaire qui s'affiche qui nous permet d'indiquer le nom de notre serveur de notebook, quelle image utiliser. L'image finalement correspond à la version de TensorFlow qu'on va souhaiter mettre à disposition sur notre serveur de notebook. Et puis aussi spécifier quelques ressources, type CPU et RAM pour notre serveur. Quelques minutes plus tard, on va avoir un serveur qui est prêt. Donc, on va pouvoir se connecter dessus et avoir accès à un environnement Jupyter Hub des plus classiques qu'on ne va pas dérouler ici. Donc on a notre notebook, on a Jupyter, et là on va vouloir explorer des données, et donc il nous faut accéder à des données. Donc deux manières de faire. Si l'on est sur le cloud, on va pouvoir bénéficier de notre object storage, que ce soit GCS, S3 ou Azure File, pour respectivement les clouds de Google, Amazon et Microsoft. Donc l'avantage de ça, c'est de bénéficier d'une IHM qui va nous permettre d'interagir avec nos données et d'une command line interface qui va nous permettre d'automatiser tous les traitements qu'on a avec les données. Si l'on est en local, on va toujours pouvoir accéder à nos données qui sont sur le cloud, mais ça va créer des latences réseau potentiellement et générer des coûts supplémentaires. Donc pour cette approche, on va plutôt préférer créer des persistent volumes. Persistent volume, c'est vraiment une notion liée à Kubernetes. C'est une abstraction d'un stockage persistant dans Kube. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Kubernetes, c'est une plateforme de gestion de conteneurs. Donc, il faut savoir que dans un conteneur, à l'arrêt de l'exécution de ces différents conteneurs, on perd toutes les données qui sont dedans. Et ainsi, les persistent volumes vont nous permettre de bénéficier d'un stockage qui va survivre à l'arrêt de nos conteneurs. On va les utiliser afin de stocker les données d'exploration, comme on les fait ici, mais aussi pour stocker nos modèles, finalement, qu'on va pouvoir générer. Et on va voir ça par la suite. Donc là, on a commencé à explorer les données, faire quelques expérimentations, avoir une idée, finalement, du modèle qu'on va vouloir mettre en place. On va pouvoir passer à la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage va se dérouler en 4 principales étapes. Dans un premier temps, la création de l'application qui va être responsable de l'entraînement. Donc là, on va pouvoir créer le code, ici en l'occurrence TensorFlow, qui va nous permettre de charger les données, définir notre graphe d'exécution, entraîner le modèle et l'exporter au format protobuf, en l'occurrence. C'est une phase qui n'est pas spécifique à Kubeflow. Ici, vraiment, on est sur du TensorFlow. À noter quand même que les API de Kubeflow sont plus friendly, on va dire entre guillemets, à l'estimateur API de TensorFlow. Donc une fois notre application prête, on va vouloir la packager. Ici, on va la packager dans une image Docker. Donc, en général, lorsque l'on évoque Docker, Data Scientist, on fronçait un peu des sourcils, puisque ce n'est pas forcément leur outil de prédilection. Mais comme on peut le constater, en 5 lignes de script, on va pouvoir finalement entraîner notre script mnist.py sur l'image de base de TensorFlow. Une fois packagé, on va vouloir déployer l'entraînement de notre modèle. Donc là, on va rentrer dans un modèle plus spécifique Kubernetes où toute interaction avec le cluster va passer par un descripteur YAML. Donc ici, dans ce fichier YAML, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième ligne qui spécifie le kind. Kind, c'est un mot-clé qui nous permet de spécifier le type de ressources à déployer sur Kubernetes. Dans Kubernetes, tout ou quasiment tout est ressources. Donc que ce soit les politiques de sécurité, les topologies réseau, les nœuds, les différents nœuds de notre cluster. Et ici, en l'occurrence, on va pouvoir déployer une ressource de type tfjob, qui est une ressource qui est disponible directement de manière native avec Kubeflow et qui va nous permettre, en gros, d'entraîner du TensorFlow sur du Kube. On note aussi quand il passe l'image l'image de notre application, qui est responsable de l'apprentissage, et également, comme on l'a dit tout à l'heure, un persistent volume afin de pouvoir persister notre modèle post-apprentissage. On remarque aussi qu'on passe un persistent volume claim. C'est une notion vraiment liée à Kubernetes. C'est un moyen de réclamer du stockage sur nos conteneurs. Donc c'est en quelque sorte une vision logique au-dessus des persistent volume. Donc ici, l'apprentissage qu'on est en train de décrire est un apprentissage qui est non distribué. Il faut savoir qu'il y a la possibilité de faire ça sur Kubernetes, c'est surtout l'objectif de le faire de manière distribuée. Faute de temps, on va pas pouvoir aller dans le détail dans ça, mais je vous redirige vers le talk de Sylvain Lequeux, donc mon collègue qui a spécifié cette manière de faire de manière détaillée lors du dernier DataXD. Donc une fois notre descripteur YAML défini, on va pouvoir l'appliquer à notre cluster Kubernetes. Donc
une fois appliqué, on va pouvoir loguer ce qui se passe et voir en l'occurrence que notre modèle s'est entraîné dans un certain laps de temps et qui a été stocké là où on l'a bien spécifié. Donc finalement, une façon assez portable de packager notre application dans une image Docker et de la déployer sur un cluster Cube qui est aujourd'hui en local et demain potentiellement sur un environnement de production. Donc là, on a entraîné le modèle, il est disponible et on veut vouloir le servir à des applications qui vont vouloir l'interroger. Donc d'abord, qu'est-ce que le serving? Donc, comme on l'a dit, on a un fichier qui contient notre modèle sérialisé sur disque. Ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est copier ce fichier et le mettre à disposition sur chacune des machines qui hébergent nos applications clientes. Mais c'est un modèle qui n'est pas assez flexible dans le sens où si l'on veut mettre à jour notre modèle, il va falloir aller tracer où est notre modèle, dans quelle version il est sur certaines applications, etc. Donc ce qu'on va vouloir faire dans l'idéal, c'est restituer notre modèle via une API REST finalement. Donc l'idée, c'est de bénéficier du couplage faible entre mes différentes briques que nous fournit l'endpoint HTTP. Dans la version 0.7 de Kubeflow, il y a la possibilité d'utiliser KF Serving qui nous met à disposition ce genre de service de manière native. Donc KF Serving, c'est un moyen de restituer ou de servir nos modèles qui est générique au modèle de machine, au framework qui a permis l'entraînement de notre modèle. Donc générique dans la limite de ce qui est exposé dans cette slide, qui est assez déjà suffisant pour commencer. Donc on va pouvoir servir de manière identique un modèle de machine learning classique créé avec du scikit-learn comme un modèle de deep learning créé avec TensorFlow. Et KF Serving met à disposition également un SDK Python qui va nous permettre de créer et manipuler les ressources de type KF Serving autrement qu'avec du YAML, d'une manière un peu plus programmatique, et aussi mettre à disposition des fonctionnalités avancées telles que du Canary Rollout et du Scaling to Zero, quand on va pouvoir spécifier par la suite. Donc, afin de pouvoir créer notre service d'inférence et restituer notre modèle via une API, à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure avec la partie entraînement, on va créer un fichier YAML. On va spécifier donc le type de ressources qu'on va vouloir créer, cette fois-ci un inférence service. On va lui préciser un nom et le type de prédicteur finalement qu'on va vouloir déployer. Donc ici, on indique que c'est du TensorFlow grâce au champ prédicteur et indiquer le chemin vers notre modèle. À noter qu'on peut également faire ça en Python, donc de manière assez intuitive pour les data scientists en général, pour créer exactement le même endpoint HTTP. Une fois configuré, on va pouvoir exécuter des prédictions en renseignant le chemin vers notre endpoint et en lui donnant en entrée des données. Du coup, on va pouvoir avoir des résultats de prédiction de notre modèle. Comme on l'a dit, KF Serving met à disposition aussi des fonctionnalités plus avancées, telles que le Scaling to Zero. Le principe étant qu'au bout d'un certain moment d'inactivité, si mes applications clientes arrêtent d'interroger mon service, mon endpoint, eh bien, toutes les ressources qui sont responsables de la mise à disposition de ce modèle vont s'arrêter. Et ainsi éviter de la surconsommation qui peut être assez coûteuse, surtout si l'on est dans le cloud. Il y a aussi la possibilité de faire du Canary Rollout. C'est une méthode qui nous permet de mettre à jour notre modèle de façon progressive. Donc, dans un premier temps, d'affecter une seule partie du trafic au nouveau service, à la mise à jour au modèle qui est plus performant, pour ensuite, petit à petit, lui affecter plus de charges jusqu'à en arriver à remplacer le service par défaut. Donc on va pouvoir faire ça grâce à quelques lignes qu'on va rajouter à notre fichier YAML. Donc ici, en l'occurrence, on indique grâce au champ pourcentage de trafic qu'on veut allouer 10% de notre trafic à notre service Canary. Et le type de prédicteur, c'est toujours du TensorFlow avec un chemin qui est différent du premier modèle. Une fois notre Canary service déployé, on va pouvoir vérifier que effectivement 10% du trafic lui est alloué. Tout ça est possible également grâce au SDK Python. On va pouvoir créer notre service Canary, lui affecter du trafic et même pouvoir le promouvoir en tant que service par défaut. Donc une méthode qui nous est fournie de pouvoir servir notre modèle, quel que soit finalement le framework qu'on a utilisé en amont. Et donc on a évoqué pas mal de fonctionnalités, pas mal de composantes qui permettent de mettre à disposition et de traiter le modèle. Et il va falloir orchestrer tout ça dans un pipeline
Et pour cela, Kubeflow nous met à disposition l'outil Pipelines, tel que son nom l'indique. C'est juste un outil qui permet de faire de l'orchestration de workflow. Donc Pipelines arrive aussi avec un SDK Python qui nous permet de décrire les différents pipelines machine learning qu'on a, de bout en bout, et aussi avec une IHM. L'IHM étant amené à être notre principal point d'entrée et point d'interaction avec nos modèles de machine learning. On va pouvoir exécuter nos modèles, nos pipelines en général, pouvoir les monitorer, etc. On va pouvoir le voir. Sachant que tout ce pipeline-là est extensible en théorie à l'infini, puisque chacune des étapes correspond finalement à un conteneur, à une image Docker. Et donc, pour pouvoir décrire un pipeline dans Kubeflow, grâce à l'API au SDK Python, il va falloir, grâce au décorateur DSL Pipeline, renseigner quelques métadatas sur notre pipeline dans un premier temps. Donc ici, juste le nom et une brève description, pour ensuite pouvoir créer la fonction qui va, elle, contenir la description de notre pipeline. Donc ici, mnist pipeline, c'est la fonction qui va avoir en argument le répertoire vers lequel on souhaite exporter notre modèle et quelques hyperparamètres d'apprentissage. Tous ces arguments-là vont pouvoir être à disposition par la suite dans l'IHM. Ensuite, on va pouvoir décrire nos différentes étapes, nos différents conteneurs qui vont constituer mon pipeline. Donc un premier bloc va être celui de l'entraînement. L'entraînement du modèle, donc on va pouvoir spécifier quelle image Docker va être responsable de cet entraînement-là et lui passer les arguments nécessaires. Si l'on consulte l'IHM, après cette étape, on va arriver sur un pipeline qui contient une seule étape, qui est celle de l'entraînement. On va pouvoir stacker les étapes une à une afin d'aboutir à un pipeline complet qu'on va pouvoir exécuter grâce à l'IHM directement. Donc, on a la possibilité de l'exécuter soit de manière récurrente, soit de manière ponctuelle, et de renseigner les différents paramètres qu'on a pu mettre en argument dans le fichier Python. Donc, plusieurs exécutions, donc plusieurs expérimentations de notre modèle. Là, on a évoqué pas mal de termes. On a parlé d'exécution, de pipeline, d'expérimentation, et ces concepts-là sont bien définis dans l'outil. Donc, pour schématiser, plusieurs exécutions, plusieurs runs d'un même pipeline va constituer une expérimentation. Donc ainsi, on va pouvoir expérimenter et avoir des résultats différents. Et du coup, ça implique de vouloir monitorer tout ça, revenir sur les anciens résultats et pouvoir les restituer. Et l'API tracking nous permet de faire ça sur l'IHM. Donc là, on va pouvoir, par exemple, constater qu'on a entraîné à 3 reprises le modèle Housing Price avec des résultats différents. On va pouvoir accéder à chacune des expérimentations pour voir sur quel type de données on l'a entraîné, quels sont les hyperparamètres utilisés, et quel type d'algorithme, etc. Donc là, on a une IHM finalement qui nous permet d'accéder à des informations potentiellement sensibles. Et qui dit IHM, information sensible, dit sécurité, authentification, autorisation, etc. Il se trouve que Kubeflow a réalisé un sondage récemment auprès de ses utilisateurs, donc les équipes chez Google qui sont responsables de l'outil, ont réalisé ce sondage et ils se sont aperçus que plus que la documentation ou l'installation plus simplifiée, les gens ont besoin de sécurité, surtout sur des déploiements on-premise. Et avec la version 0.6 de Kubeflow vient la possibilité justement de pouvoir isoler les ressources en fonction des namespaces. Et donc, par exemple, via une intégration avec LDAP ou AD, on va avoir la possibilité de restituer uniquement les notebooks serveurs aux gens qui ont les habilitations pour. Pour l'instant, ça fonctionne pour les serveurs de notebook, mais c'est sur leur roadmap d'intégrer ces fonctionnalités-là au fur et à mesure. En travaillant sur ce talk, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec un autre outil qui est MLflow. Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de pouvoir présenter MLflow l'année dernière ici même à la version du coup 2018 de la Xebicon avec mes collègues Loïc Zivad et Giulia Bianchi. MLflow, c'est un outil qui se présente en tant que machine learning platform. Il est mis à disposition par la société Databricks qui maintient aujourd'hui Apache Spark. Et les deux outils qui sont présentés, finalement, mettent à disposition beaucoup de fonctionnalités qui sont en commun. Par exemple, on a parlé de packaging de code responsable de l'apprentissage, de déploiement du modèle, de tracking d'expérimentation. Tout ça, ce sont des notions que les deux outils adressent. Donc je me suis demandé, en tant que consultant, quel outil recommander à quel besoin finalement. Je me suis penché un peu sur la communauté derrière ces deux outils.
Là, on constate que c'est à peu près équivalent, avec quand même une légère avance pour Kubeflow, sachant que l'outil est plus récent que MLflow. MLflow aujourd'hui est en une version 1.4, donc tagué prod ready, ce qui n'est pas le cas pour Kubeflow qui est dans une version 0.7. Et malgré ça, on va avoir plus d'émulsion, on va dire, côté Kubeflow sur la communauté open source. Et cela est dû évidemment au fait que Kubeflow soit poussé par Google et donc ramène toute la communauté avec lui. Du coup, on a dit que plusieurs fonctionnalités étaient en commun. Malgré cela, aujourd'hui, de mon point de vue, MLflow reste plus simple à mettre en place dans un premier temps, dans le sens où c'est une dépendance pip aujourd'hui. Un pip install, on a un MLflow qui est disponible sur notre application. Bien entendu, si on veut faire des choses avancées, on va vouloir mettre à disposition un serveur de tracking, etc., le mettre de manière scalable et résiliente. Mais pour accéder à certaines fonctionnalités, MLflow va être moins coûteux en termes d'entrée en matière. En revanche, si vous avez à disposition déjà un cluster Kubernetes à disposition, eh bien, je vous recommande fortement d'essayer Kubeflow. Aujourd'hui, c'est un outil qui est en pleine effervescence. Les fonctionnalités qui arrivent sur la roadmap sont assez impressionnantes. Ça peut être l'objet d'un talk à part entière, Kubeflow, MLflow, etc. Ce n'est pas forcément deux outils qui vont être comparables aussi, puisque Kubeflow aujourd'hui a la prétention, in fine, de couvrir toutes les fonctionnalités couvertes par MLflow. Mais il se trouve aussi qu'il est poussé par Google, alors que par exemple dans MLflow, on va pouvoir une intégration beaucoup plus simple avec d'autres cloud providers comme SageMaker ou Azure. Donc c'est des choses à prendre en considération. Pareil, le product manager de Google aujourd'hui, qui est responsable du projet Kubeflow, dit qu'à terme, l'installation de Kubeflow devrait être aussi simple qu'un pip install. Aujourd'hui, on en est un peu loin. Voilà pour moi. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je pense qu'on va avoir largement le temps. Merci. Merci pour le talk. J'ai une question un peu générale. Je ne sais pas si je vais être très claire, mais en gros, notamment à l'issue de l'étape de training, dans quelle mesure Kubeflow est attaché à un format de données en sortie et à une plateforme d'utilisation? Alors, Kubeflow reste assez généraliste sur ce genre de thématique. En fait, Sylvain qui a présenté quelque chose qui s'apparente à ça auparavant, a un point de vue de dire Kubeflow c'est un outil qui a été poussé par des ops, et ça se voit, et MLflow c'est un outil qui a été poussé par plus des data ingénieurs ou des data scientists. Kubeflow aujourd'hui repose sur Kubernetes, et sur Kubernetes tout est conteneur, et donc en réalité que l'on persiste du protobuf avec du TensorFlow ou du Pickle avec scikit-learn, il y a toujours moyen d'étendre l'outil. Mais aujourd'hui, Kubeflow met à disposition déjà des choses afin de simplifier l'intégration avec, par exemple, des approches machine learning plus classiques telles que scikit-learn ou du Pickle ou du protobuf ou autre, grâce, par exemple, typiquement à KF Serving. Là, on a présenté pour la partie entraînement TFJob, mais il y a d'autres ressources qui vont permettre d'entraîner du café ou du scikit-learn. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, ma question est, est-ce que, vu que Kubeflow est maintenant dans la version 0.6 0.7, oui. 0.7. Est-ce que tu recommandes de commencer à le mettre en place chez nos clients, dans nos sociétés? Est-ce que c'est prod ready? Oui, tout à fait. Donc, je ne pense pas que pour l'instant, le seul soit vraiment prod ready. D'ailleurs, en fonction des évolutions au fur et à mesure de l'outil, il y a des choses qui ne sont pas forcément backward compatibles, donc rétrocompatibles avec ce qu'on a pu faire auparavant. Donc là, à des fins de démo, moi je me retrouve à devoir mettre à jour parfois des choses, rien que par rapport à l'évolution de la version 0.6 à la version 0.7. Donc je ne pense pas personnellement que l'outil soit assez stable aujourd'hui pour faire de la prod, mais on peut commencer à poker des choses avec si on a déjà du Kubernetes en place. En se projetant un peu sur les différentes évolutions de cet outil. Merci beaucoup. Merci à toi. Si je commence avec MLflow, est-ce qu'après je peux passer sur Kubeflow? Bonne question. Rien ne t'empêche de pouvoir faire ça. Hein. En réalité, ça implique en fait que c'est un trade-off en fonction des coûts
que tu vas initier et de l'engagement que tu vas faire côté MLflow. C'est-à-dire que pour rentrer en matière avec MLflow, c'est assez simple. C'est un pip install et par la suite, on va pouvoir commencer à faire des choses telles que de tracking d'expérimentation ou du packaging de modèles. Mais si en revanche, on rentre beaucoup dans le modèle MLflow, typiquement en appliquant des coûts pour mettre à disposition un service web ou un serveur web répliqué de manière résiliente, etc. Bah, par la suite, revenir sur du Kubeflow avec le coût que ça implique avec du Kubernetes, etc., ça peut engendrer des coûts supplémentaires. Mais rien ne t'empêche effectivement de commencer par du MLflow et par la suite, bien entendu, si tu as la plateforme Kubernetes derrière, va passer sur du Kubeflow, sachant que les fonctionnalités ne sont pas forcément équivalentes. C'est-à-dire que là, je mets vraiment au même niveau quasiment MLflow et Kubeflow, mais ça n'est pas le cas. Il y a des fonctionnalités qui sont communes. Il y en a d'autres qui, by design et by aussi sociétés qui gèrent ces outils-là. C'est open source, mais il y a des sociétés derrière qui poussent une trajectoire. Et forcément, on ne va pas se retrouver forcément dans les deux cas. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Si, très clair. Merci. Salut Fares, merci pour le talk. Tu as peut-être répondu pendant la présentation, mais je vais reposer la question. Est-ce que tu peux utiliser Kubeflow juste pour la partie service? À partir du moment où tu as une pipeline d'entraînement à toi, tu as un modèle que tu as sérialisé via le framework que tu utilises, est-ce que tu peux juste utiliser une seule des parties de Kubeflow, type le service? Oui, tout à fait. C'est une approche assez modulaire dans Kubeflow. Toujours est-il que c'est dépendant de Kubernetes. Donc en général, si tu bases tous tes développements sur Kubernetes, il n'y a pas forcément de besoin d'utiliser quelque chose d'autre que Kubeflow pour faire ce genre de manipulation. Mais effectivement, à partir du moment où tu as ton pickle qui est déployé quelque part, ton protobuf, ton zip qui contient ton modèle sérialisé, rien ne t'empêche d'utiliser par la suite Kubeflow pour le servir. L'approche est très modulaire, et sachant que ces outils-là, par exemple, qui sont aujourd'hui intégrés à Kubeflow, sont développés par des sociétés complètement différentes. Aujourd'hui, par exemple, Google n'est pas le principal committeur sur Kubeflow. Le projet Kubeflow est vraiment pris en main aujourd'hui par la communauté, et les autres entreprises committent plus que Google aujourd'hui sur ce projet. Donc c'est des outils qui proviennent de différents éditeurs, de différentes sociétés, et effectivement sont utilisés de manière assez modulaire. Merci. J'avais une petite question. Est-ce que c'est une bonne pratique de déployer Kubeflow sur un cluster Kubernetes existant avec des usages opérationnels? Ou est-ce que je fais un cluster Kubernetes dédié avec Kubeflow pour mes usages data science avec mes infra GPU et tout ça? Ou est-ce que je mets Kubeflow et avec mes autres usages Internet Je n'ai pas de recommandation forcément, mais au vu des contraintes et des coûts qu'implique une mise en place d'un cluster Kubernetes, je serais d'avis de mutualiser les ressources et d'utiliser le même pour les deux besoins. Mais par la suite, honnêtement, j'ai pas vu de recommandation par rapport à ce besoin précis par la communauté ou par Google. Mais intuitivement, je dirais que effectivement, il suffit de scaler le cluster afin de répondre aux différents besoins data science que vous avez à disposition. Commencez petit et essayez de scaler petit à petit. Merci. Je vous en prie. On va pouvoir discuter des différents points si vous... Dernière question peut-être. Pardon. Je voudrais juste revenir sur la modularité, justement dans quelle mesure les différentes parties peuvent communiquer, notamment dans le cas d'un A/B testing. Est-ce qu'on peut se dire, le modèle A fait 10% de mieux que le modèle B et du coup il va être runné 60% dans 60% des cas, tandis que le modèle B 40%. Enfin, juste savoir comme ça marche sur des conteneurs, est-ce qu'il y a quand même moyen de communiquer de faire communiquer les conteneurs sans qu'il y ait besoin de vraiment décrire les scripts, etc. J'ai pas été à ce niveau-là de test, mais effectivement, si la méthode de Canary Rollout, c'est exactement, je ne sais pas si ça répond exactement aux besoins ou pas, mais l'idée c'était de répartir la charge sur des différents endpoints qui représentent différents modèles, c'est ça? Et de l'adapter en fonction de ce qui se passe, quoi. En fonction des performances. Ouais, c'est ça. Je ne crois pas qu'il y ait de fonctionnalités qui ressemblent à ça, mais comme tout est conteneur dans le pipeline, on peut développer notre propre logique. Okay. Mais bon, je n'ai pas vu quelque chose qui ressemble à ça. Merci à tous. C'est gentil.